nous avons voulu forger une génération de renégats, de kofrim. Ouais. Et ce que nous avons réussi à faire, c'est d'éduquer une génération d'ignorants. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Noar Tana-Picard. Noar, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président d'honneur du Machon Lev, l'une des institutions d'enseignement supérieur les plus connues en Israël et à Jérusalem en particulier, mais vous êtes également membre du forum Miftahim qui s'occupe en particulier de proposer, on va dire, des solutions de gestion, en particulier de dossiers sécuritaires, mais pas seulement. Et vous avez publié il y a quelques jours un article, un éditorial dans le Maariv sur, on va dire, les projets qui pourraient, on va dire, les nécessités, les impératifs, on va dire, de la société israélienne, en particulier en direction de la jeune génération. En particulier, vous parlez de beaucoup de méchilout dans cet éditorial, de la nécessité d'une gouvernance qui soit, en tout cas, une gouvernance intègre dans la société israélienne, à la tête de la société israélienne. C'est une priorité, à votre avis, pour vous, sur le plan même éducatif? Ah, tout à fait. C'est même plus qu'une priorité, c'est une nécessité urgente. Pendant des années, on a un peu laissé tomber ce genre de choses-là. Il y a des parties de population qui font ce qu'elles veulent. Et d'une part, on voit bien le problème qu'il y a avec les problèmes de sécurité dans le sud du pays, par exemple, ou dans le nord, avec les problèmes de ce qu'on appelle protection. Mais le racket. Indépendamment de ça, c'est aussi un problème dans la population générale et dans les jeunes générations aussi, de savoir pourquoi on est là. Pourquoi nous sommes là, ce que nous faisons ici, et quel est notre lien avec la terre d'Israël, avec l'État d'Israël. Alors ça, c'est ce que l'on pourrait appeler l'identité juive, et vous dites dans cet éditorial que parfois la démocratie israélienne telle qu'elle est brandie, l'étendard de la démocratie tel qu'il est brandi par certains dans la réalité israélienne, eh bien, est destiné à servir de prétexte pour freiner justement cette identité juive, ou en tout cas ce retour vers une identité juive de la société israélienne. Oui, d'abord le mot démocratie est un mot qui est un peu galvaudé. Le mot démocratie dans le monde entier est utilisé de différentes façons, oui. Vous avez la République démocratique de Corée du Nord. Vous avez la République démocratique du Congo. Oui. C'est certainement pas la définition de démocratie telle que les Américains, les Français, les Allemands la conçoivent. Et on n'en est pas non plus à la démocratie telle que les Grecs l'avaient définie, puisque la démocratie à la grecque, c'était qu'il y avait ceux qui avaient voix au chapitre sur le forum, et puis les esclaves n'avaient pas voix au chapitre. Oui. Donc il faut savoir ce que l'on en fait. Mais là, vous avez ce sentiment qu'il y a une confrontation interne dans la société israélienne entre, on va dire, démocratie et identité juive, et que les deux ne peuvent pas être conciliés dans le contexte actuel? Les deux pourraient être conciliés. On connaît bien ce principe-là qui est énoncé déjà dans le Talmud, que l'homme emanim parnas ala tzibour, il a imken nimlachim bat tzibour. C'est-à-dire qu'on ne nomme pas quelqu'un a un poste de responsabilité sur le public, sur le peuple, si on n'a pas consulté le peuple. Oui. Maintenant, tout dépend de la façon dont on le fait. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui ne pensent pas exactement comme cela. Il y avait une ministre, elle n'est plus de ce monde depuis longtemps, il y avait une ministre d'une certaine coloration, si je puis dire, qui, lorsque l'on discutait ou lorsque sur la table était présentée la possibilité de faire cadeau du Golan aux Syriens, alors, des habitants du Golan avaient pris un camion frigorifique et emporté je ne sais pas combien de neige depuis le Golan et l'ont déversé devant sa porte. Et elle a hurlé à l'action antidémocratique. Oui. Alors, on retrouve ce genre de choses-là. On retrouve ces phénomènes ces dernières années dans le style de protestation, on va dire, peut-être même des deux côtés, hein, du côté droit comme du côté gauche. On retrouve ce style de provocation, mais vous avez le sentiment que on manque d'éducation à une véritable démocratie dans la société israélienne? Je pense que oui, on manque d'éducation dans beaucoup de domaines. D'abord, vous mentionnez le Tanar, vous mentionnez le sionisme, vous mentionnez, on va dire, le phénomène de retour du peuple juif qui n'est peut-être pas suffisamment mis en évidence dans l'éducation israélienne. Eh bien, justement, lorsque des Olim Hadashim, des nouveaux immigrants viennent, en général, ils ont une bonne raison de venir.
Pour la plupart, bon, au moins ceux qui viennent de pays d'Occident ne viennent pas en fuyant quelque chose. J'espère que ça continuera comme ça, que la situation en Occident dégénère rapidement. On l'a vu avec la Belgique et ce qui se passe avec les Moalim, et d'autres pays encore. Mais un jeune Israélien qui est né ici, qui a grandi ici, n'a souvent aucun contact avec le Tanakh, ou pratiquement aucun contact avec le Tanakh dans l'école dans laquelle il a grandi. Il y a même quelqu'un qui, à une époque, était ministre de l'Éducation, me semble-t-il, puis par la suite, il a été Premier ministre, qui, lorsque son fils a eu le bac, a eu le courage de prononcer la phrase suivante: c'est un scandale, mon fils n'a jamais ouvert un livre de Gemara. Ouais. C'est pas un scandale, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour que son fils le fasse? Et le Tanakh, c'est un peu la même chose. Il y a même cette même ministre que j'ai cité avant, ouais, vous pouvez le citer, avait fait en sorte que l'on n'étudie pas le livre de Yoshua, oui, parce que c'est un livre de conquête et d'occupation. Donc il ne fallait pas. Alors si on n'enseigne pas le Tanakh, on ne sait pas qui nous sommes, et nous ne savons pas ce que nous faisons là. Et donc on va adopter toute la subjectivité de l'ennemi, et c'est ce qui va donner ces situations ahurissantes, où on va mettre nos soldats en danger au profit de la population, d'une population hostile. En fait, vous êtes en train de nous dire que tous les mots M-A-U-X que l'on constate aujourd'hui dans la société israélienne, en particulier ces dernières années, c'est-à-dire autour de la réforme judiciaire, mais même après la guerre, on va dire ces tensions internes au sein de la société israélienne, ils ont pour cause, on va dire pour origine, une éducation qui est déficiente dans la société israélienne? Oui, probablement tous les mots MAUX proviennent en grande partie d'un dévoiement des mots MOTS. Oui. Il faut savoir qu'un ennemi n'est pas un partenaire, n'est pas un voisin, n'est pas un cousin, c'est un ennemi. Et la terre d'Israël s'appelle la terre d'Israël, pas un autre mot. Et nous ne devons pas être un pays comme les autres. Nous ne sommes pas un pays comme les autres. Nous sommes destinés à être autre chose. Alors avoir un message que nous devons donner pour nous-mêmes et pour le monde. Et vous insistez aussi à la fin de votre éditorial sur la nécessité pour, on va dire, peut-être même la nouvelle génération, de ne pas avoir ce sentiment de vouloir recevoir quelque chose de l'État, mais plutôt de vouloir donner. Or, si je ne m'abuse, aujourd'hui, le sentiment général que l'on a aujourd'hui dans la société israélienne, c'est que les jeunes, en particulier les soldats, les dizaines de milliers de soldats qui sont du contingent, qui combattent depuis plusieurs années, maintenant de 2 ans et demi, le Hezbollah, le Hamas et l'Iran, eh bien, ils sont prêts, eux, à donner, même jusqu'à faire le sacrifice suprême, même jusqu'à... Ceux-là sont admirables. Et ils donnent même leur vie pour défendre l'État d'Israël. Ceux-là sont parfaitement admirables. Il y a malheureusement encore des segments de la population où cette attitude-là, cette volonté n'existe pas encore. C'est en train de changer, mais ça prendra énormément de temps. Tout ce qui dépend d'éducation, ça prend des années. Et des années de dégâts. Oui. Il y avait quelqu'un qui, je crois déjà dans les années 60-70, quelqu'un du côté gauche du spectre politique en Israël, avait dit: nous avons voulu forger une génération de renégats, disons comme ça, c'est pas vraiment le mot, de kofrim. Ouais. Et ce que nous avons réussi à faire, c'est d'éduquer une génération d'ignorants. Ça, c'était Khazan, c'était Yaakov Khazan, un ancien leader du MAPAM israélien, si je ne m'abuse. Et c'est un peu dommage. Je ne suis pas en train de parler d'inciter les gens, et encore que c'est une bonne chose de mettre les tefilines, mais je ne suis pas en train de parler de cela. Je suis en train de parler de dire qui nous sommes, du peuple juif, que nous fonctionnons comme un peuple qui a quelque chose de tout à fait particulier. Mais vous ne pensez pas justement que... On voit ça d'une façon un peu bizarre, avec même des pays étrangers d'Europe ou ailleurs qui, à l'ONU ou ailleurs, votent contre nous, mais se sont précipités vers nous pour pouvoir acheter nos systèmes de sécurité parce qu'ils se rendent bien compte que sans nous, ils ne peuvent pas. Mais vous ne pensez pas justement qu'ils se précipitent chez nous pour apprendre d'autres choses et pas seulement cela. Et vous ne pensez pas justement qu'on est en train justement que ce sont en fait nos ennemis qui nous ramènent vers cette quête identitaire, que ça ne vient pas tout seul parce que justement peut-être il y a beaucoup de divisions internes et que finalement le seul point sur lequel on est d'accord, c'est qu'il faut combattre nos ennemis et que ce sont nos ennemis qui peu à peu nous ramènent vers une identité juive ou une identité plus forte qui nous permet justement... Malheureusement, vous avez probablement raison. Oui. Et effectivement, la pression extérieure
provoque quelque chose à l'intérieur du pays. La gigantesque claque, et ça n'est pas un mot suffisant, que nous avons pris à Simchat Torah il y a 2 ans et demi, a fait réfléchir un certain nombre de personnes. Dans votre forum, dans le forum Miftahim dont vous parlez, vous avez la capacité peut-être d'influer sur les programmes d'enseignement scolaire à tous les niveaux? En tout cas, nous rédigeons des propositions pour cela, et quelquefois, c'est pas forcément pour l'enseignement scolaire, mais c'est aussi des choses qui peuvent concerner l'ensemble de la population. Je vais vous donner un petit exemple. Dans la vallée du Jourdain, quelque part du côté de Jéricho, il y a un endroit que tout le monde connaissait sous le nom de Kassar El Yaoud. Et à cet endroit-là, il y a un site que les pèlerins chrétiens fréquentent pour différentes raisons qui leur sont propres. Or, il se trouve que dans la tradition, cet endroit-là, Kassar El Yaoud, ça veut dire les Juifs sont passés par là. C'est d'après la tradition l'endroit où les Bnei Israël ont traversé le Jourdain sous la direction de Yoshua, de Josué. Et grâce au travail qu'a fait le président de Miftahi avec un certain nombre d'autres personnes, il s'agit de Uzi Dayan, il y a maintenant un écriteau sur la route qui indique à côté de cela qu'il s'agit de Ma'abarot à Yarden, les endroits où les Bnei Israël ont traversé le Jourdain. C'est extrêmement important, et d'ailleurs le 10 Nissan, anniversaire de la traversée du Jourdain, Uzi Dayan organise tous les ans une visite là-bas, une visite guidée pour que les gens apprennent. C'est aussi une question d'éducation. L'éducation se fait a priori chez les plus jeunes. Quand elle n'a pas eu lieu, alors il faut la faire aussi avec un public plus adulte, c'est plus difficile. Mais tout à l'avenant, quoi. On le comprend bien. Il y a effectivement peut-être un véritable travail éducatif à accomplir, peut-être dans les différentes couches de la société israélienne, dans les différentes mêmes orientations politiques ou idéologiques de la société israélienne, pour mieux comprendre la signification de notre présence ici sur cette terre. Mais comme je le disais, peut-être malheureusement à travers les épreuves, à travers les guerres, eh bien, on le comprend peut-être un petit peu mieux qu'on ne l'aurait compris peut-être il y a une trentaine ou une cinquantaine d'années. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et j'espère que cette partie de l'éducation-là est assez complexe ou très intriquée. Il faut apprendre de l'histoire, il faut apprendre de la géographie, et surtout apprendre de l'histoire comment on construit un avenir. C'est effectivement un message. Dans le Talmud, on explique, dans la Maseret Megillah, qu'il y a une construction grammaticale en hébreu qui s'appelle le vav conversif, qui transforme des passés en futurs et des futurs en passés. Et la Gemara dit que quand il est marqué vaihi, c'est un futur qui est transformé en passé, c'est un signe de détresse. Alors que vehaya, qui transforme un passé en futur, c'est un signe de joie. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on transforme le futur en passé, ça veut dire qu'il n'y a pas de futur. C'est catastrophique. C'est-à-dire que si on utilise le passé pour se projeter vers le futur, pour construire un avenir, alors comme l'aurait dit Pierre Dac, on va vers un avenir radieux. Eh bien, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup, professeur Noar Nadin Picard, d'avoir été avec nous, de nous avoir fait partager, on va dire, vos sentiments tels qu'ils se sont reflétés dans cet éditorial du Maariv. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Noar. À bientôt. Amen, amen. Merci à tous.